Bon, alors où en sommes-nous? Tous nos profils de température ne sont pas les mêmes, il y a de la variabilité, c'est bien pour ça qu'on fait ces analyses. Bien. Maintenant, on va attaquer ça sous un autre angle. C'est l'angle des variables. Alors, on les a vus, les variables, jusqu'ici, pour nous aider à interpréter les dimensions de variabilité des individus. Le graphique des variables que je vous ai montré, c'est un graphique qui sert à interpréter celui des individus. Bien. Alors maintenant, je vais m'intéresser aux variables en tant que telles, c'est-à-dire aux liaisons entre les variables. On n'en a pas parlé ici, des liaisons entre les variables. On a parlé d'indicateurs synthétiques, certes, mais on n'a pas parlé de liaisons entre les variables. Alors, pour ça, j'ai besoin de voir à quoi correspond exactement une variable. Une variable, c'est une colonne du tableau. Bon. Donc, soit dit en passant, c'est pas le mois de janvier en général, c'est le mois de janvier sur ces 15 villes-là. Alors ça, c'est une petite difficulté, c'est que quand on voit un libellé, taille, poids, on se dit, bon, bah, c'est la taille, le poids. Non, c'est la taille pour ces individus-là, le poids pour ces individus-là, et on peut avoir des liaisons qui fonctionnent, hein, pour une certaine population et qui ne fonctionnent pas sur d'autres. Il n'y a pas forcément des liaisons intrinsèques. Attention. Donc une variable, c'est une colonne du tableau. Ça, c'est... Donc c'est un vecteur à i composantes. C'est un paquet de i nombres. Grand I, c'est le nombre d'individus. Donc c'est un vecteur à i composantes. Bon, voilà un joli dessin. Alors, ça c'est un nouvel espace que vous ne connaissiez pas et vous n'avez pas l'analogue. Alors, allons-y. C'est un espace dans lequel chaque dimension correspond à un individu. Vous voyez? Ça, c'est l'individu I. Donc, mon espace, il a combien de dimensions? RI. Dans mon enquête, si j'ai interrogé 1000 personnes, c'est un espace à 1000 dimensions. Hein. R1000. Bien. Alors, mon point MK représente la variable K. Très bien. Et qu'est-ce qu'il a comme coordonnées? Ben, c'est les mêmes coordonnées que tout à l'heure, c'est X, Y, sauf qu'elles sont rangées différemment. Tout à l'heure, elles étaient rangées par ligne. Maintenant, elles sont rangées en colonnes. Bien. Donc, une variable, dans un premier temps, on va dire, ben, c'est pas compliqué. On raisonne par analogie, c'est un point dans un espace à grande I dimension. Cet espace, il est plus difficile parce qu'on n'est pas habitué, vous n'êtes pas habitué, moi non plus, à avoir des espaces dans lesquels les dimensions sont des individus. Vous voyez, quand on fait des graphiques à 2 dimensions, on fait taille-poids. On ne fait pas individu 1, individu 2. Enfin, c'est des applications méthodologiques très très spéciales. Donc cet espace, ce n'est pas la généralisation immédiate d'un graphique avec lequel nous sommes familiarisés. Il y a une petite difficulté complémentaire. C'est pour ça qu'on le regarde maintenant. Alors, dans cet espace, l'origine est bien à l'origine. Hein. On n'a pas de centre de gravité de variable. Ça ne veut rien dire, centre de gravité de variable. D'accord? Ça ne veut rien dire. Voilà. On ne fait pas le centre de gravité, de la taille, du poids, etc. On ne fait pas ça. Alors, les variables, je vous ai dit, c'est des points, mais en fait, on les représente plus par des vecteurs. Ah tiens, pourquoi? Pourquoi? Parce que cet angle ici, l'angle entre deux variables est intéressant. Ouais. Pour les individus, vous vous souvenez, c'était la distance qui était intéressante. Pour les individus, on regardait la distance. Pourquoi? Parce que la distance formalisait la notion de ressemblance. Pour les variables, on regarde l'angle. Et pourquoi on regarde l'angle? Regardez cette propriété très fameuse. Lorsque les données sont centrées, nous on a dit on centre les données. Bon. Dans ce cas-là, le cosinus de cet angle, c'est le coefficient de corrélation entre K et L. Ah ben ça, vous pouvez le souligner. Hein. En fait, un coefficient de corrélation, c'est un cosinus. On ne vous l'avait pas dit, hein. On vous le dit maintenant. Un coefficient de corrélation, c'est un cosinus. Et quand on sait ça, on peut faire de belles interprétations et de belles analyses dans nos données. Ça, c'est un résultat majeur d'aujourd'hui. Ça se démontre très facilement, donc ça, je vous laisse le plaisir de le démontrer. Hein. C'est pas une affaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Lorsque le coefficient de corrélation vaut 1, ça veut quoi? Qu'est-ce que ça veut dire si ça vaut 1? Ça veut dire soit mes variables sont rigoureusement les mêmes, soit bah, il y en a une qui est 4 fois l'autre, enfin qui est, je sais pas, 5 fois l'autre. Donc elles sont collinéaires.
D'accord? Coefficient de corrélation vaut 1. Et quel est l'angle dont le cosinus vaut 1? 0. Ah bah ouais, ok, on comprend. Si maintenant, mon coefficient de corrélation vaut moins 1, quand l'une est grande, l'autre est petite, ah, elles vont aussi être collinéaires, elles vont pas dans la même direction. Ouais, ok, ça va. Alors, si le coefficient de corrélation vaut 0, les variables, elles sont orthogonales, hein, parce que le cosinus de 0, c'est 90 degrés. C'est pour ça que très souvent, vous nous entendrez dire des variables orthogonales. En fait, des variables orthogonales, c'est des variables non corrélées. C'est la même chose. Pour nous, c'est la même chose. Et pour vous, ce sera la même chose. Pas tout de suite, pas demain, mais dans quelques jours. Alors, il y a une autre propriété assez extraordinaire aussi, mais qui ne vaut que lorsque les données sont centrées et réduites. Alors, les données centrées en ACP, elles le sont toujours. Vous n'avez pas l'option centrée-non centrée dans les programmes. Réduite, on peut faire des ACP non réduites dans certains cas de figure, mais la valeur par défaut dans les logiciels, c'est que les données sont réduites. Dès l'instant que vous avez des unités de mesure différentes, il faut réduire. Et bien dans ce cas-là, vous avez une propriété qui est tout à fait étonnante, qui est que la longueur d'un vecteur, elle vaut 1. Et alors maintenant, vous comprenez ce dessin. J'ai représenté mes variables par des vecteurs, pour une raison très simple, c'est que je m'intéresse à l'angle. Et pourquoi je m'intéresse à l'angle? Parce que l'angle me visualise les coefficients de corrélation. Et maintenant, j'ai dessiné ici une hypersphère de rayon 1. Alors, je dessine une sphère qui représente en fait une hypersphère de rayon 1. Pourquoi? Parce que tous mes vecteurs sont de longueur 1. Voilà. Très bien. Donc c'est un nuage très particulier. Et bien ce nuage, je veux le regarder, je veux voir ce qu'il y a dedans. Et qu'est-ce que je veux regarder là-dedans? Je veux regarder par exemple, est-ce que j'ai pas des paquets de variables qui vont bien ensemble? Parce que si j'ai des paquets de variables qui vont bien ensemble, ça va me faire apparaître en espèce de faisceau dans un coin. L'analyse va tout de suite me le dire. Ou un faisceau dans un autre coin. Des faisceaux qui peuvent être orthogonaux, ou au contraire ne pas être orthogonaux. Vous voyez que si j'arrive à visualiser ce nuage de points, je vais avoir d'un seul coup une visualisation synthétique de toutes les liaisons entre les variables prises 2 à 2. Ah, ça a beaucoup de valeur, ça. Ça a beaucoup de valeur. Plutôt que de regarder toutes mes variables 2 par 2, là, je vais avoir un graphique, un seul, sur lequel je vois beaucoup de choses. Pas tout, ça dépend de la complexité des données, mais je vois beaucoup de choses. Bon, donc ça vaut la peine de le voir. Hein. Alors, il faut le voir. Malheureusement, on est dans un espace qui a une grande dimension, donc on ne peut pas voir directement. On va essayer de trouver une image approchée. Alors pour ça, pour trouver une image approchée, on va utiliser la technique d'ajustement de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va projeter sur une suite d'axes orthogonaux d'inertie maximum. Alors je ne l'ai pas écrit sur le transparent, j'aurais dû. Ce qu'on va faire, c'est projeter sur une suite d'axes orthogonaux d'inertie maximum. Donc on fait la même chose que tout à l'heure. C'est le même critère que pour les individus, mais vous allez voir, il ne s'interprète pas tout à fait de la même manière. Mais au départ, c'est le même critère. Le critère qui dit, je veux déformer le moins possible mon nuage, et pour le déformer le moins possible, eh bien, il faut que, en projection, mes longueurs soient le moins changées possible, direction d'inertie maximum. Alors, allons-y. Alors, dans le cas des individus, je cherchais les vecteurs US, maintenant je cherche ici les vecteurs VS, et sur VS, je vais projeter les points. Quand je projette MK, ça me donne OHK. Je complète par S pour indiquer que je projette le point K sur l'axe de rang S. Bien. Alors, je vais chercher VS, un vecteur unitaire, qui représente la direction S. MK représente la variable, HKS la projection. Donc ce que je veux, c'est rendre ceci maximum, somme sur les cas des OHK S carré. Vous reconnaissez, c'est le même critère. J'ai pas de notion de poids de variable là. J'ai pas de 1 sur I, c'est sûr. J'ai pas de notion de poids de variable. Somme des OHK. Bien. Avec quelle contrainte? Eh bien, la contrainte, c'est d'être orthogonale aux axes déjà trouvés. Autrement dit, je cherche un premier axe sans contrainte, d'inertie maximum. Ensuite, un deuxième axe d'inertie maximum, mais avec la contrainte d'être orthogonal au premier. Puis, un troisième axe, avec la contrainte d'être orthogonal aux deux précédents. Voilà. Bien, alors ici, il y a une formule fameuse
Bon, alors ça paraît un peu épais comme ça, mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Regardez bien ici ce dessin. Je projette MK sur VS. Vous y êtes? Bien. Je projette donc en OHK. Quand je regarde cette quantité OHK, sachant que mes vecteurs sont de longueur 1, en fait, ici, je dessine quasiment le cercle trigonométrique. Donc, en fait, OHK S, ici, ce n'est rien d'autre que le cosinus θ KS. D'accord? Ici, j'ai le cercle trigonométrique. N'oubliez pas, mes vecteurs sont de longueur 1. Donc, quand je projette, ici, c'est le cosinus. Ce que j'écris ici en disant somme sur les cas des OHK S au carré, c'est égal à somme sur les cas des cosinus KS au carré. Bon. Donc là, quelle propriété j'utilise? J'utilise le fait que mes vecteurs sont de longueur 1, puisque mes variables sont très réduites. C'est tout. Alors maintenant, j'ai le cosinus entre deux vecteurs de l'espace RI. A. Alors, quand c'était deux variables, qu'est-ce que je disais? Quand c'était deux variables, je disais le cosinus de l'angle entre deux variables, c'est son coefficient de corrélation. Vous vous souvenez de ça? Je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Bon. Mais là, c'est pas entre deux variables, c'est entre une variable et VS. Mais qu'est-ce que c'est que VS exactement? VS, c'est un vecteur de RI. Bon, jusque-là, ça va. Mais c'est un vecteur qui a des coordonnées, vous êtes d'accord? Il a combien de coordonnées? Il a une coordonnée par individu. Donc VS, en fait, c'est un vecteur, je pourrais écrire, c'est son vecteur de coordonnées, c'est bien ça. Voilà, j'ai son vecteur de coordonnées. Et puis, de l'autre côté, j'ai ma variable K. Mais je peux calculer le coefficient de corrélation entre ces deux séries de nombres. Ouais. J'ai deux séries de nombres, hein, c'est les mêmes individus. Je peux calculer le coefficient de corrélation. Eh bien, le cosinus, ici, on a vu, c'est le coefficient de corrélation entre les deux séries de nombres. Donc, coefficient de corrélation entre la série K et la série VS. Ouais, c'est épais, ça. Ça, c'est dur. Là, vous ne pouvez pas comprendre du premier coup, mais vous pouvez avoir une petite idée de là où on veut arriver. Puis on va le répéter, puis aller t'aider, puis vous allez réfléchir par vous-même, c'est surtout ça. Alors, reprenons. Le nœud du problème là-dedans, c'est la signification de VS. Voilà. Au début, tel que je vous le présente, vous dites, VS, c'est un vecteur d'un espace qui est simplement un intermédiaire de calcul. C'est ça que vous vous dites. Je projette dessus, puis après, j'oublie. Non, 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 non. Certes, c'est aussi un intermédiaire de calcul qui va me servir à faire des graphiques. On est d'accord. Mais VS, il faut le comprendre comme un vecteur de RI. Alors maintenant, ce qui est plus profond, c'est de dire, mais un vecteur de RI, là, c'est vraiment dur, là. Voyez-vous? Ça arrive maintenant, on ne peut pas le faire, on ne peut pas démarrer par ça. Un vecteur de RI, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur qui a une composante pour chaque individu, c'est ça? Une composante pour chaque individu. C'est comme une nouvelle variable, finalement. Hein, une variable, c'est bien quelque chose qui a une valeur pour chaque individu. La variable janvier, elle a une valeur pour chaque individu. La variable VS, c'est une nouvelle variable. Je ne sais pas très bien ce qu'elle veut dire encore. Hein. C'est une variable. Parce que j'ai une valeur pour chaque individu. Donc c'est pas une variable au sens, une variable que j'ai mesurée. C'est une variable que je calcule. Je ne sais pas encore très bien la signification de ce calcul, parce que pour le moment, j'ai l'impression que c'est un simple intermédiaire. N'empêche que c'est une variable. C'est une nouvelle variable. Alors c'est une nouvelle variable qui combine les autres. Voilà, combine les autres. Comment? On va voir. Ok? Cette nouvelle variable. Alors cette nouvelle variable, qu'est-ce qu'elle a comme propriété? Alors elle a comme propriété de rendre ceci maximum. Oh là, oh là, oh là, oh là. Elle a comme propriété de rendre ceci maximum. Alors ça ne me parle pas beaucoup. C'est l'intermédiaire de calcul. Maintenant, elle a la propriété de ceci, de rendre ceci maximum. Regardez bien ce que c'est ça. Regardez bien. VS va avoir tendance à être très corrélé à toutes les variables K. Vous avez bien compris ça? Je rends maximum la somme des coefficients de corrélation entre VS et K. Donc VS va avoir tendance à être très lié aux variables K, à la première, deuxième, à janvier, février, à mars. VS, c'est une nouvelle variable qui est très corrélée, le plus corrélée possible, à l'ensemble des variables de départ. VS va être la première variable synthétique
puisque VS va être le plus corrélé qu'il soit possible d'être avec l'ensemble des variables initiales. Or, qu'est-ce qu'une variable qui est très corrélée à l'ensemble des variables initiales? C'est une variable synthétique. Ce qu'on demande à une variable synthétique, c'est précisément de bien corréler aux variables de départ. On veut pas une variable synthétique qui n'ait rien à voir avec les variables de départ. Donc VS est la variable la plus corrélée possible aux variables de départ. Et à ce titre, c'est une variable synthétique. Et là, on est en train de voir que ce qui, dans un premier temps, nous apparaissait comme un simple intermédiaire de calcul, en fait, c'est fourni sur un plateau la variable synthétique cherchée. Donc je vais savoir quelle est la variable qui synthétise le mieux mes 12 températures mensuelles. Soit dit en passant, j'en ai déjà trouvé, elles vont être en concurrence, ça peut être commode. Hein. Non? Ça va pas être commode. On a déjà trouvé deux variables synthétiques, je vous rappelle, la moyenne et l'amplitude annuelle, à peu près. Et là, je vous dis, mais là, on a une machinerie qui va faire mieux puisqu'elle est optimale. Alors, vous avez la solution, bien sûr, sur vos papiers, et cette solution, c'est vrai que c'est assez étonnant. C'est-à-dire que quand je vais projeter mes variables sur V1, V2, j'obtiens exactement le même graphique que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, c'est pour ça que j'ai mis 2 points d'exclamation, j'aurais pu en mettre plus. On obtient le même graphique. Ça, c'est fort. Et brusquement, ce graphique, on le voit avec d'autres yeux. Jusqu'ici, on l'a vu comme un graphique astucieux pour représenter des coefficients de corrélation. Vous vous souvenez, je l'avais défini comme ça. J'avais dit, je calcule le coefficient de corrélation entre janvier et la coordonnée sur le premier axe, et je tombe sur 0,76, très bien, je construis mon point janvier comme ça. Bon. Donc, j'avais vu jusqu'ici ce graphique comme une aide à l'interprétation de la représentation des individus. 1, c'est ce qu'on avait fait. 2, maintenant je le vois tout à fait autrement. Je le vois comme une représentation optimale des variables. Eh oui, c'est les deux à la fois. C'est à la fois une aide à l'interprétation de la représentation des individus, et c'est à la fois une représentation optimale des variables. On peut faire mieux. C'est-à-dire que ce nuage de points, maintenant je le vois, en fait c'est la projection. C'est la projection de mes combien? Alors j'avais 12 variables, c'est ça? Donc j'avais un paquet de 12 vecteurs, là le voilà, un espèce de faisceau de 12 vecteurs, vous y êtes, dans un espace à 15 dimensions, puisque j'ai autant de dimensions que d'individus, et la machine va trouver un plan pour les projeter en les déformant le moins possible. Est-ce qu'ils ont été beaucoup déformés là ou pas? Ben, on n'en sait rien, mais si, vous savez. Au départ, les vecteurs ils sont de longueur 1. Quand je les projette, la longueur diminue forcément. Est-ce que ça a beaucoup diminué, là? Non. Ah, il y a un truc, là. En fait, le jeu de données que je vous présente, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école tout à fait exceptionnel. En fait, mon faisceau de 12 vecteurs, là, dans mon espace R15, il est dans un plan. Et la machine trouve ce plan. Et donc, quand on projette les variables, eh ben, elles ne bougent quasiment pas. Donc en fait ici, il y a, si vous avez une loupe, là vous pouvez dire, tiens, il y a une petite différence ici, là, toute petite. Hop. Donc c'est pas exactement dans un plan, il y a des toutes petites vibrations, si je puis dire. Ah bon. Alors regardons un petit peu de plus près. Donc, qu'est-ce qui est général, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ce qui n'est pas général, c'est d'avoir une représentation des variables aussi bonne que celle-ci. Ça tient au cas particulier du jeu de données. Par contre, ce qui est général et que vous aurez tout le temps, c'est une représentation optimale des variables, dans lesquelles certaines seront bien représentées comme ici, et d'autres ne le seront pas, parce que vous prendrez des jeux de données plus compliqués. Donc vous focaliserez votre attention sur les variables qui sont bien représentées. Alors, qu'est-ce qu'on a comme propriété un peu étonnante? Alors, on a dit, nous, si on fait tout ça, c'est pour regarder les liaisons entre les variables. Bien. Les coefficients de corrélation. Et le coefficient de corrélation, c'est le cosinus entre deux vecteurs. Ah. Alors, regardez janvier-décembre. Vous allez dire, tiens, c'est bizarre, il n'y a qu'une flèche. Ben non, il y a deux flèches, mais elles sont exactement l'une sur l'autre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le coefficient de corrélation, il vaut pratiquement 1. Entre la température en janvier et la température en décembre, le coefficient de corrélation vaut quasiment 1.
Ah bon? Ça alors? Alors on va vérifier sur la matrice des corrélations. Alors, allons-y. Alors, entre janvier et décembre, ouais, 0,99, on n'est pas loin. Hein. Alors je peux continuer à examiner ce que l'on appelle le cercle des corrélations, que j'ai représenté en petit ici. Regardez entre novembre et février. Ah, c'est tout près aussi. Alors, novembre, février. Ouais, 0,99, pareil. Bon. Alors maintenant, regardez bien. Je suis en janvier. C'est très corrélé à février. Ça l'est un peu moins avec mars, un peu moins avec avril. Les coefficients de corrélation sont censés diminuer. Mai, juin, puis après, les coefficients de corrélation réaugmentent. Regardez ici, janvier-février 97, ça diminue mars, 84, 61, 36, 30, c'est avec juillet que le coefficient de corrélation est le plus petit, puis après il augmente. Et pour retrouver le coefficient de 0,99. Alors attention, ici, on lit à livre ouvert la matrice des corrélations parce que les variables sont très bien représentées, ce qui est dû à notre cas particulier. Dans vos exemples, vous aurez des points qui n'iront pas jusqu'au bord du cercle. Donc, autrement dit, vous direz, oh, ça, c'est probablement très corrélé. Il faut le vérifier. Que vous n'avez pas eu des déformations dans la projection. C'est-à-dire que vous allez faire la même chose qu'ici. C'est-à-dire, vous voyez des choses sur le graphique, vous contrôlez quand même derrière, parce qu'il peut y avoir, quelquefois, dans les projections, quelques petits accidents. Alors, on attend de ceci une visualisation synthétique des liaisons entre les variables. C'est bien ça. Alors, si on avait droit à une phrase pour résumer toutes les liaisons entre les variables, combien de fois on nous dit ça? Alors vous, peut-être pas trop, encore que. Moi, combien de fois on me dit ça? J'ai besoin d'un projet, me dit-on. Un projet, on m'a demandé il n'y a pas si longtemps que ça, à 3 millions d'euros. Mais il faut que vous fassiez ce projet en 3 lignes. Remarquez, j'aime mieux un projet en 3 lignes qu'un projet en 300 pages. 3 lignes. Donc, on nous demande tout le temps ça. Et vous nous demandez ça aussi, d'ailleurs. Ah, il y a une nouvelle méthode, là, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Alors, ici, toutes les liaisons entre 2 variables, si on avait droit à une phrase pour le dire, regardez bien. Regardez bien. Toutes mes variables ici, elles remplissent pas tout le cercle. Elles sont toutes dans une direction. Ça veut dire que tous les coefficients de corrélation sont positifs. D'accord? Tous les cosinus sont positifs, donc tous les coefficients de corrélation sont positifs. Et de fait, maintenant, regardez la matrice, effectivement, tous les coefficients de corrélation positifs. Le plus petit, c'est entre janvier et juillet, c'est les deux extrêmes, c'est 0,30. Donc, si je n'avais droit qu'à une phrase pour caractériser tous les coefficients de corrélation, je dirais, ben voilà, dans mon jeu de données, toutes les variables sont corrélées 2 à 2. Point. Entre parenthèses, supérieur à 0,30. En une phrase, j'ai résumé pas mal de choses. Mais j'ai pas tout dit. Après, je pourrais dire, regardez bien, je vois bien qu'entre janvier et février, c'est proche, février-mars, c'est très corrélé, mars-avril, c'est corrélé. Finalement, les mois consécutifs, ils sont assez corrélés. Ben, je pourrais dire, oui, 2 mois consécutifs dans le calendrier sont étroitement corrélés. Voilà, si j'avais droit à une deuxième phrase. Alors, étroitement corrélés, entre parenthèses, regardez les coefficients, janvier-février 97, février-mars 93, 92, etc. Donc je pourrais dire, janvier-février sont étroitement corrélés, entre parenthèses, R toujours supérieur à 0,92. Alors le plus joli ici, évidemment, c'est que les mois, ils vont par paire, PAIRE. Vous voyez, on a la paire janvier-décembre, on a la paire novembre-février, mars-octobre, etc. Donc là, il y a quelque chose. C'est pas du hasard, ça. C'est pas du hasard. Vous voyez, la machine nous indique des choses qu'on n'aurait pas vues autrement. Parce qu'entre nous, le fait de dire que tous les coefficients de corrélation sont positifs, sur la matrice de corrélation, je le vois. Bon, c'est sûr que si j'avais une matrice 10 000 par 10 000, ça serait plus difficile. Mais là, je le vois bien. Tandis que ça, je ne sais pas où je vais le trouver sur la matrice des corrélations, ça. Janvier, décembre, novembre, février, mars, octobre. Alors, janvier, décembre, là, voilà. Ah, bah tiens, c'est cette diagonale-là. 99, 97, 98, 98, 99. Tiens, c'est joli, ça. Je suis en train de mettre en évidence une structure de la matrice des corrélations qui n'est pas banale. Oui, c'est ça, la découverte statistique.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je vous laisse un petit peu, réfléchir à ça. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a vu les 3 points. Le premier point, c'était tous les coefficients de corrélation sont positifs. C'est ça le bilan des liaisons. Deuxième idée, 2 mois consécutifs dans le calendrier sont étroitement corrélés, supérieurs à 0,92. Et maintenant, je dis, on observe une partition, si on peut dire, des mois en paire, étroitement corrélée. Et effectivement, le coefficient est toujours supérieur à 0,97. Quelle interprétation? Ça, je vous en laisse un petit peu. Bien, alors où en sommes-nous et où allons-nous? On a vu l'analyse de composante principale est une technique qui s'attaque au tableau rectangulaire individu variable quantitative. On a vu en quoi cette analyse nous donne une visualisation des principales dimensions de variabilité des individus, premier point. Deuxième point, nous permet de faire un bilan des liaisons entre variables. Et troisième point, nous fournit des variables synthétiques. Voilà les choses que vous avez à avoir en tête. Alors, vous ne savez pas tout sur l'analyse composante principale. Il y a des TD auxquels vous allez aller après avoir travaillé le cours. Alors, un dernier point avant de partir. Pour certains d'entre vous, c'est très émouvant. C'est le dernier cours de statistique de leur vie. Bon, alors Dieu merci, vous n'êtes pas tous là. Hein. Nous avons encore des modules où vous pouvez nous rejoindre. Bon appétit et bonne chance.